tous. Aujourd'hui, avec Timothée, on va vous faire une présentation sur les rôles et les missions des OPCO et des FAF. Donc, au sommaire, nous allons vous donner des définitions. On va vous donner la définition d'une OPCO et d'une FAF. Ensuite, on verra un peu l'historique des OPCO et des FAF, ainsi que leur fonctionnement, comment fonctionne aussi le financement et quels sont les acteurs. Donc, qu'est-ce qu'un OPCO? C'est un opérateur de compétences agréé par l'État, chargé d'accompagner la formation professionnelle pour les entreprises. En France, il y en a 11. Elles ont toutes pour mission de financer des formations d'apprentissage, de développer les certifications professionnelles et la montée en compétences des salariés. Elles aident aussi les PME à anticiper les évolutions du métier et de leurs besoins et compétences. Maintenant, qu'est-ce qu'un FAF? Un fonds d'assurance de formation correspond au même organisme qu'un OPCO, mais est destiné aux travailleurs non salariés. L'OPCO, c'est-à-dire, il est lié à l'entreprise, le FAF à une personne. Les OPCO et les FAF lancent des appels d'offres auprès de formateurs. C'est de cette manière qu'ils parviennent à réguler les prix des formations. Donc, comment ça s'utilise? Pour bénéficier de son fonds d'assurance formation, un travailleur indépendant doit payer chaque année la contribution à la formation professionnelle, CFP. En contrepartie de cette contribution, les TNS peuvent bénéficier du financement total ou partiel de leur formation par un FAF en fonction de la nature de leur activité. Il faut faire attention car votre enveloppe personnelle, elle ne s'additionne pas d'une année sur l'autre. Et donc, cette décision, elle vise à encourager les individus à continuer leur processus de formation. Et à qui on la paye, notre cotisation formation professionnelle? Alors, depuis peu, on la paye à l'URSSAF. Tout à fait. Depuis, Philippe, vous spoilez la slide suivante. Donc, Je suis là pour foutre le bordel, moi, de toute façon. Piégeur piégé. Donc, en 1981, c'est la création du ministère de la Formation. Voilà, une année plus tard, c'est en 1982, une contribution pour la formation professionnelle continue. Elle devient obligatoire pour les entreprises et celles-ci, elles devront désormais verser 0,1% de leur masse salariale à des organismes paritaires agréés par l'État. En 1993, la création des OPCA, organismes paritaires collecteurs agréés, demande une limite de fonds de 100 millions de francs. Retenez bien, c'est en francs. Les OPCA fusionnent entre eux et alors il en restera seulement 96. Et en 2009, les OPCA, elles sont obligées de fusionner car si elles n'atteignent pas le minimum de collecte imposé, soit 100 millions d'euros, on est passé en euros, et il n'y en a plus que 20 en 2012. Depuis le 1er avril 2019, les OPCO remplacent progressivement les 20 OPCA dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Cette loi restructure en profondeur le système de la formation professionnelle. Depuis le 1er janvier 2022, Philippe, c'est l'URSSAF qui est responsable de la collecte des fonds et qui se charge de les redistribuer. Ainsi, les 329 branches professionnelles ont été redistribuées par thème au sein de 11 OPCO. Le paysage de la formation professionnelle a largement évolué. En effet, au début des années 90, il y avait plus de 100 OPCA qui occupaient le terrain en France. Et au fur et à mesure, avec les lois, le nombre d'OPCA diminue. Il en reste désormais 11 OPCO. Donc, comment trouver son OPCO, en fait, en fonction de notre client entreprise. Donc, pour savoir quel OPCO s'occupe de votre entreprise, vous pouvez vous diriger vers le site du ministère du Travail. Il renseigne toutes les informations concernant les OPCO et vous trouverez sur ce site la table de correspondance OPCO IDCC qui vous indiquera votre OPCO. C'est quoi l'IDCC? C'est quoi l'IDCC? C'est le lien qui nous emmène vers la table de correspondance. C'est pas ça? C'est l'identifiant de la convention collective. Ah, on l'avait pas vu. Il existe différents sites. Il y en a un public et un autre privé. Le public, c'est CFA Doc et le privé, c'est trouvermonopco.fr.
Donc, pour rappel, les OPCO ne cotisent pas pour les entreprises de plus de 50 salariés. Les OPCO ne cotisent pas. Attends, répète ça. Elles ne cotisent pas pour les entreprises de plus de 50 salariés. Il faut être Ah, moins de 50 salariés pour avoir des fonds des OPCO. alors, c'est pas tout à fait ça. Toutes les entreprises cotisent pour la contribution obligatoire à la formation professionnelle, dans lequel il y a une part. Alors, je sais pas si vous avez fait je pense que vous avez fait une diapo sur la fin sur la répartition du montant total de la collecte. Non, ce qui se passe, c'est que ce sont les entreprises de plus de 50 salariés ne peuvent faire de demande de prise en charge à leur OPCO au titre du plan de développement des compétences, qui est l'ancien plan de formation, puisque les OPCO ne financent et ne mutualisent que pour les entreprises de moins de 50 salariés. Mais en tout cas, les entreprises de plus de 50 salariés, elles versent aussi quelque chose comme 1,6% de leur masse salariale brute aux OPCO. C'est 1,6% servant à financer du CPF, du compte personnel de formation, du conseil en évolution professionnelle, de l'alternance, de l'apprentissage, du PIC, du plan d'investissement dans les compétences, mais rien pour le plan de formation de leurs salariés. Donc, ça veut dire que les entreprises, pardon, hein, de plus de 50 salariés, elles payent, elles n'ont pas de prise en charge de leur formation, c'est ça? Tout à fait. OK. Donc, ferez attention à cette phrase-là, elle est, enfin, à mon sens, elle est un peu ambiguë. Je ne sais pas si tout le monde l'a pour rappel. Comme je l'avais écrit, c'était. Enfin, j'ai l'impression que ça se rejoint à mon sens. Mais si c'était pas clair, vous avez bien fait de préciser. Bah, voilà. Moi, c'est les OPCO ne cotisent pas. Ce n'est pas les OPCO qui cotisent, c'est les entreprises. Et donc, c'est après, les entreprises ne peuvent bénéficier de prise en charge sur leur plan de formation quand elles ont plus de 50 salariés. Voilà, c'est cette part-là qui. Je vous laisse continuer. Allez, je vous embête pas plus. L'OPCO prend en charge les dépenses du tutorat de la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage pour les entreprises de moins de 11 salariés. C'est pourquoi il peut être intéressant de connaître les conditions des prises en charge avant de démarcher ses propres clients. Qu'est-ce que sont les actions co des OPCO? Les actions collectives, dites actions co, sont des formations proposées par les OPCO pour inciter les entreprises à former leurs salariés sur des thèmes qui reviennent souvent, par exemple le stress au travail, l'utilisation d'Excel, etc. Les adhérents bénéficient de conditions financières très privilégiées, pouvant prendre en charge la totalité des frais pédagogiques de la formation. L'avantage pour les OPCO est de proposer ces formations et de diminuer le coût unitaire de ces dernières. L'intérêt de se faire référencer auprès des OPCO, c'est comme je l'ai dit un petit peu plus haut, qu'ils lancent des appels d'offres pour trouver des formations et des formateurs très souvent demandés à moindre prix. Il est donc utile de se faire référencer auprès des OPCO pour recevoir simplement leurs appels d'offres. Par quel moyen on peut les contacter de cette manière-là? Vous pouvez les contacter par email ou sur leur site. En fait, c'est juste histoire de se présenter et si ça les intéresse, Il lance, non, et c'est très encadré, puisque pendant longtemps, les OPCA et OPCO ont été accusés de faire du favoritisme envers des organismes de formation. Donc, il lance des appels à prestataires ou des appels à référencement d'organismes de formation sur des formations très délimitées. Et donc, il faut être présent au bon moment pour dire bah, ça m'intéresse, et donc faire acte de candidature pour être présent ou pouvoir assurer des formations au titre de leurs actions collectives. Mais c'est assez encadré, c'est pas tout au long de l'année, c'est une fois par an, chacun à des périodes différentes font leurs appels d'offres, et donc il faut le savoir pour se mettre en veille et y répondre pour essayer de pénétrer le marché. La disponibilité des OPCO étant quand même relativement limitée, on a vu le nombre d'OPCO a diminué, leurs effectifs ont fusionné, ils sont en réorganisation permanente, c'est pas toujours facile de les avoir, ils sont plus à disposition de leurs clients entreprises, et quand on est formateur, si vous appelez pas pour le compte d'un de vos clients, vous passez en second plan, je vais dire. Donc,
Je me suis arrêté sur le bord de la route là, parce que ça me paraît que c'est important. Oui, tout à fait, Philippe. Alors, il faut que quand vous avez envie de travailler avec un des OPCO précités, vous allez sur leur site internet sur lesquels ils diffusent les dates dans lesquelles ils font des appels d'offres. Et donc, c'est à ce moment-là que vous répondez et que vous pouvez prétendre à répondre à l'appel d'offres sur les actions co. Et dans ce cas-là, ils vont vous demander de vous référencer, donc de vous présenter, de remplir un dossier de référencement. Et une fois que vous êtes enregistré, alors c'est toujours pareil, il vous faut un client pour pouvoir prétendre à être référencé dessus. Une fois que vous avez donc un client, une formation, que vous allez dessus, que vous proposez, si vous répondez à leurs critères, alors là, il y a les tarifs qui rentrent en ligne de compte aussi. Hein. Tous les OPCO ont des tarifs bien différents. Il y en a qui mettent des plafonds sur certaines formations. Mais voilà, si vous rentrez dans les critères, à ce moment-là, après, vous êtes référencé et vous pouvez prétendre à leurs actions co. Ces plafonds-là, la CFSC, elle peut nous en informer un peu ou pas? Les plafonds. Vous avez les plafonds de prise en charge? Puisque Je Erwan crois, dit que. je crois que c'est la petite surprise qu'ils nous ont préparée, nos alternants. D'accord. On a réservé une surprise. Je peux reprendre ou il y a encore des questions? Sur le financement, sur les OPCO, sur les appels d'offres, sur les relations avec les OPCO? Moi, j'ai une question, parce que je n'ai pas compris l'histoire du client. Erwan disait il faut un client. Mais si on répond à un appel d'offres, c'est que on n'a pas besoin d'un client. Oui, alors. C'est deux cas différents, je n'ai pas compris. Non, alors moi, je pense que Erwan, ce qu'il voulait dire, c'est que quand vous appelez pour le compte d'un client, imaginons que vous avez un client qui souhaite vous confier une mission de formation et qui ne veut pas s'occuper de l'administratif, et vous allez lui proposer d'appeler son OPCO pour se renseigner dans quelle mesure il peut y avoir une prise en charge. Donc, quand vous appelez pour le compte d'un de leurs adhérents à l'OPCO, vous allez avoir une oreille un peu plus attentive que si vous appelez en tant qu'organisme de formation et que vous dites que vous voudriez vous référencer pour pouvoir répondre aux appels d'offres. Et ils vont dire non, on travaille pour nous. Enfin, ils feront beaucoup moins d'efforts. Donc, la notion d'appeler pour le compte d'un client vous permet d'obtenir beaucoup plus d'informations que si vous le faites en direct en tant qu'organisme de formation. Je pense que c'est un peu là le message qu'ils voulaient faire passer. Oui, c'est tout à fait ça. Il faut en fait qu'ils voient que vous garantissez vraiment que votre réponse à leur appel d'offres amène vraiment un client avec une formation qui correspond à une entreprise et à leur action collective. Oui, moi j'ai juste une petite question par rapport comme je suis tout neuf dans le métier, je n'ai pas encore sollicité les OPCO, je vais le faire. Est-ce qu'il est possible de cumuler OPCO et les FAF? C'est-à-dire qu'en gros, le chef d'entreprise, lui, il a ses FAF et ses salariés ont les OPCO. Est-ce qu'il est possible, par exemple, que pour les salariés, j'utilise les OPCO et le chef d'entreprise, s'il est aussi intéressé par ma formation, je peux utiliser les FAF? Est-ce que c'est possible, faisable? Oui. En fait, vous montez une action collective. Vous allez faire une action de formation dans laquelle vous allez avoir à la fois le chef d'entreprise et peut-être 3 salariés. Et donc, vous allez faire une proposition d'intervention qui pourrait être financée pour partie par la présence de 3 salariés de l'entreprise et le chef d'entreprise qui mobiliserait aussi son budget personnel pour assurer une part du financement de votre intervention de formation. Oui, donc, c'est-à-dire sur les FAF. OK, d'accord. OK, merci beaucoup. Petite question aussi, vous m'entendez? Oui. Oui. Dans le cas où on veuille prendre la main par rapport à un client qui ne souhaite pas faire les démarches administratives, il y a un document spécifique qui fait office de procuration ou pas spécialement? Juste le siret du client suffit? Ça se passe comment dans la… Alors aujourd'hui, c'est de plus en plus numérisé. Donc en fait, le client, l'entreprise doit avoir assez souvent soit un interlocuteur attitré, soit un espace numérique sur le site de l'OPCO sur lequel il va aller faire directement sa demande de prise en charge, c'est-à-dire aller dire je souhaite financer une action de formation pour X salariés réalisée par tel organisme de formation dont voici le programme de la formation, la convention de formation signée et merci de me confirmer que vous vous assurez bien une prise en charge. Et donc, les échanges se font beaucoup d'une manière dématérialisée, même si vous avez souvent des contacts humains que vous pouvez appeler pour avoir des précisions si c'est accepté, pas accepté, quel est le délai de réponse, voilà.
Maintenant, D'accord. si j'ai bien compris la question, il y a certains clients, peut-être, je ne sais pas qui a posé la question, je n'ai pas vu sur C'est la Marcelin. C'est Marcelin. Oui, Marcelin. C'est notre cycliste. C'est notre cycliste professionnel. oui, c'est ça. Si un client ne veut pas le faire, parce que certains sont obtus toujours, même si on a facilité les choses, mais sont très bloqués là-dessus pour monter leur dossier et compagnie. Oui, bien sûr que vous, en tant qu'organisme de formation, vous pouvez vous occuper du montage de dossier. Après, à vous, c'est à vous de voir si vous vous faites rémunérer pour ça, ou en plus de la formation ou pas. Mais certains le font entre guillemets gratuitement, uniquement pour amener une plus-value auprès des clients. C'est une possibilité aussi. Hmm. Ok. Encore des questions ou pas? Bah non, pour le moment. Oui, moi, je voulais si. savoir Karine. peut-être un retour d'expérience peut-être de l'ensemble des participants. Est-ce que lorsque un client donc, bénéficie de plusieurs années successives de formations qui sont financées par des OPCO, est-ce que le risque de contrôle est majoré dans ce cas-là ou pas? Est-ce que vous avez déjà eu l'expérience de ça ou... Pas à ma connaissance. Pour une entreprise, le fait de recourir à la formation pour développer les compétences de ses salariés ne peut en aucun cas être un facteur, je dirais, aggravant ou de nature à attirer l'attention. C'est même, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt Ah une bon? entreprise qui ne ferait jamais appel qui ne développerait jamais la formation de ses salariés qui pourrait s'en retrouver pas condamné, mais en tout cas si, presque, pas Poursuivi. poursuivi, si, presque poursuivi, mais enfin, c'est pas de bon augure pour la qualité et la vision à long terme du chef d'entreprise de ne pas accompagner le développement des compétences de ses salariés. Donc, en aucun cas, le fait de chaque année réaliser des actions de formation et de demander une quote-part de prise en charge à son OPCO n'est pas de nature à apporter un quelconque contrôle vis-à-vis de l'entreprise ou de l'organisme de formation. Enfin, pas à ma connaissance, hein. Ça me paraît D'accord. même plutôt contraire. Mais peut-être que d'autres ont des expériences contraires à apporter, hein. Oui, parce que c'est vrai que j'avais un OPCO qui me disait que, bon, qui est situé dans le 05, qui me disait que les contrôles cette année allaient être extrêmement, enfin, qu'ils allaient être démultipliés, hein. Donc voilà, et elle me confiait que beaucoup d'organismes de formation, excusez-moi, poussaient un petit peu les clients à renouveler des formations, et elle me disait que là, il va y avoir un contrôle cette année beaucoup plus important. Bon, c'est un peu le témoignage que j'ai eu. Après, je ne sais pas ce que c'est vrai, pas vrai. Voilà. Enfin, c'est juste une question ouverte. Voilà. Alors, peut-être que ma question est bête, mais un contrôle sur quoi, en fait? Oui, c'est ça. Ben, en fait, en fait, c'est pas les OPCO, mais c'est la directe, en fait. Ouais, C'est la DRITS maintenant. la DRITS, ouais. La DRITS maintenant qui peut effectivement contrôler si l'action de formation a été bien faite, et donc peut aller voir les clients pour vérifier, vérifier la réalisation de l'action de formation. Et alors, pas des bénéfices, pas encore, mais ça se prépare, hein, puisque pour les années à venir, puisqu'il va y avoir un contrôle après des résultats de la formation. Ça, c'est quelque chose qui va se faire dans les prochains mois ou années, prochains mois, je pense. Mais pour l'instant, en tout cas, ils peuvent vérifier effectivement la faisabilité au niveau même des exercices ou de la production du stagiaire. Quelle production a-t-il réalisé? A-t-il des preuves? J'ai des collègues qui ont été contrôlés, hein. Donc, oui, mais on contrôle les organismes de formation, pas les entreprises. La DRET, ça va non, aller. les organismes de formation, mais aussi les entreprises, paraît-il. Alors, ouais. Je n'ai pas de ce type de retour. Effectivement, la DRET, ça a la responsabilité. C'est pour ça qu'on a un numéro de déclaration d'activité et qu'on doit faire chaque année son BPF. Ça lui permet de segmenter et d'identifier les prestataires de formation. Et parmi ceux-ci, il y a effectivement un certain nombre de contrôles qui sont faits, ont été évoqués,
une future augmentation des contrôles, plus Ouais. particulièrement suite à l'usage du FNE. Comme il y a eu beaucoup Voilà. d'argent réinvesti au travers du FNE pendant tout ce qui était activité partielle, Mm. j'ai aussi entendu dire de la part des DREDS que tous ceux qui avaient massivement eu recours ou bénéficié du FNE allaient être certainement sujets à contrôle, par rapport à d'autres organismes de formation qui ont fait leur activité normale sur les fonds entre guillemets un peu plus traditionnels. Mm. Ok, allez, je crois que Timothée et Chania, vous pouvez reprendre. Donc, pour en revenir au financement, la répartition des fonds collectés est la suivante, en tout cas en 2020. Donc 54,44% sont pour le financement de l'alternance, qui sont versés aux OPCO, aux régions ou à l'ASP. 26% C'est quoi sont... l'ASP? Bonne question, Philippe. L'Agence de services et de paiement de l'État. L'agence et services des paiements. Donc 26% sont pour le CPF versé à la Caisse des dépôts. 16% pour le CPF de transition versé au CPIR. Est-ce que je pose la question ou c'est pas Non, la mais peine? vous pouvez y répondre si vous voulez. Je sais même plus, c'est les commissions paritaires interrégionales, ça doit être ça, hein, puisque les dossiers de CPF transition sont examinés par des comités régionaux. C'est l'équivalent de l'ancien CIF, congé individuel de formation. Je te confirme. Merci, Erwan. 2,9% sont pour le CEP, Conseil en évolution professionnelle. Très bien. C'est ça? Oui. Des actifs en emploi versés aux opérateurs régionaux du CEP. Et enfin, 0,66% sont pour le fonctionnement et les investisseurs de France Compétences. Donc la part conservée par les OPCO est affectée pour 92% au fonctionnement de l'alternance et 8% au plan de développement des compétences pour les TPE et PME. C'est dire la part ridicule qui est dédiée au plan de formation et au plan de développement des compétences. C'est vrai. Oui, parce que du coup, c'est 8% des 54%. Oui. Non. Non, même pas. Non. Non, parce que là-dedans, il n'y a pas la part. Oui, l'alternance, oui. Et la 54, 26, 16, 42, ça ne fait pas grand-chose. Et il y a quelque chose qui. Et ça, je pense que c'est lié aux finances. Il y a quelque chose. 54 pour le financement de l'alternance aux OPCO. Il ne reste pas Là, beaucoup. par rapport aux différentes lettres qu'on a reçues là, ces derniers jours, je me suis amusé à faire un calcul. Et par rapport à, ou non, c'est peut-être plus par rapport à la lettre de Bercy. Il y a quelque chose comme, je crois, 13 milliards au total pour l'enveloppe totale du Pour la budget formation. 22. Mhm. Et en fait, ce qui nous concerne, ça représente que 1,3 milliard sur les 13 milliards. Que 1,3 milliard. 1,3. Oui, c'est possible. Moi, j'aurais dit un petit peu plus. Oui. Je me suis amusé à faire la soustraction justement parce qu'il n'y avait pas le détail, mais il y avait tout le reste. Et je me suis amusé à faire le calcul et plan, plan de développement des compétences, ça ferait que 1,3. Ça, je pense que c'est les fonds collectés. Donc là, c'est le budget 2022 voté, hein, le 1,3. Mais... Moi, j'aurais dit un petit peu plus. J'aurais dit 2-3 milliards qui étaient dédiés au financement du plan de développement des compétences pour les entreprises et donc, en l'occurrence, pour des entreprises de moins de 50. Parce qu'apparemment, en 2022, c'est un des rares budgets qui n'augmente pas, voire même qui diminue. Oui, tout à fait. Comment fonctionne le financement OPCO? Donc, l'OPCO prend en charge les dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage pour les entreprises de moins de 11 salariés. Les dépenses prises en charge varient en fonction de la durée de formation. Ça, c'est en plus du budget, en plus de la prise en charge de la formation des salariés au titre du plan de développement des compétences. C'est ça que vous avez oublié, je pense, à mettre, c'est que les OPCO ils financent
L'alternance, il finance aussi la partie qu'on a vue juste avant sur la diapo, quand vous êtes tous les deux en école. Oui, L'OPCO de la CSFC Occitanie et l'OPCO de la fédération financent le coût de l'école au travers des fonds collectés auprès des entreprises. Donc, il y a le financement de l'alternance coût de l'école, il y a le financement du plan de développement des compétences et plan de formation, financement du tutorat pour l'apprentissage. Ils ont plusieurs lignes de financement. C'est un peu votre diapo, à mon avis, il finance un peu plus de choses, les OPCO. d'accord. Je vais vous faire maintenant une présentation de ces différents OPCO. Donc, l'AFDAS est l'opérateur de compétences de référence dans les domaines de la culture, des médias, de la communication, des télécommunications, des industries créatives, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement. Il compte environ 62 000 adhérents. Atlas est l'opérateur de compétences pour les assurances, le conseil et les services financiers. Il y a plus de 105 000 adhérents et le montant de la collecte est de 1 331 milliards d'euros. Ocapia est l'opérateur de compétences pour les entreprises et exploitations agricoles, les entreprises du secteur alimentaire et les activités maritimes. Uniformation est l'opérateur de compétences dédié au champ de la cohésion sociale, à savoir les services à la personne, l'insertion, le sport, l'enseignement ou encore la formation. Constructis est l'opérateur de compétences spécialisé dans le bâtiment, les travaux publics, mais aussi de négoce de bois et de matériaux de construction. Le nombre d'adhérents est de 202 000 et 23 milliards de fonds de collecte extérieure engagés. OP Commerce est dédié aux différentes branches du commerce. Il compte environ 80 000 adhérents. Acto est l'opérateur de compétences des services à forte intensité de main-d'œuvre. OPCO 2I est spécialisé dans le secteur des industries pharmaceutiques, chimiques, de la métallurgie et des papiers cartons. OPCO Mobilité est dédié au secteur du transport routier, maritime et lié à l'automobile. OPCO EP est un opérateur de compétences dédié aux entreprises de proximité. Le montant de la collecte est de 125 milliards d'euros, dont 42 en distanciel et 83 en présentiel. OPCO Santé est lié aux professions de la santé et du médico-social. Il comprend environ 27 000 entreprises. Et voilà. Maintenant, je vais vous présenter les 3 acteurs des fonds d'assurance formation. Le premier, c'est le FIFPL. Il a été créé à l'initiative de l'UNAPL et des organisations professionnelles adhérentes pour inciter à la formation continue les travailleurs indépendants et les professionnels libéraux, alors à l'exception des médecins, faisant l'obligation à tous de s'acquitter de la contribution à la formation professionnelle. Pour pouvoir bénéficier de la prise en charge et des services du FIFPL, il existe 3 conditions. La première, c'est qu'ils doivent être inscrits à l'URSSAF en tant que travailleurs indépendants. La seconde, c'est qu'ils ne doivent pas être inscrits au répertoire des métiers. Et enfin, il faut qu'ils soient enregistrés sous un code NAF dépendant du FIFPL. Deuxième qui existe, c'est l'AGFIS. L'AGFIS est le FAF du commerce, de l'industrie et des services. Il assure la gestion des fonds issus de la collecte de la contribution à la formation professionnelle et le financement des formations pour les chefs d'entreprise ou dirigeants non salariés. Il a pour mission de favoriser la montée en compétences des indépendants en permettant l'accès à la formation pour le plus grand nombre. Enfin, le dernier, le FAFCA, il finance des formations destinées aux chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale. Pour eux, toute demande doit être accompagnée d'une notification de refus de prise en charge par le Conseil de la formation de la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat compétente. Donc, nous vous remercions de votre attention. Et la fonction territoriale à la CNFPT? Alors, le CNFPT, je ne suis pas sûr que ça la soit. fonction territoriale. Je ne crois pas que. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que l'État n'a pas d'OPCO
ou d'OPCA pour ses propres besoins. Il gère la formation de les salariés d'État. Et je pense que sur la territoriale, je pense que c'est la même chose. Il n'y a que l'exception de la NFH pour la fonction publique hospitalière qui a eu un OPCA qui a été créé et qui est resté encore et qui n'a pas fait partie de la réforme parce que ça avait été un statut spécifique, mais je ne suis pas sûr. À approfondir aussi. Je vois qu'il y a une question concernant les FAF des médecins libéraux. Il existe un fonds d'assurance formation pour la profession médicale, le FAF-PM. Il existe encore ce FAF-PM? Non, FAF-PM, c'est un centre de formation à Paris. Je ne suis pas sûr que ça soit un fonds d'assurance. Si? Fonds d'assurance formation de la profession médicale. Ah oui. En tout cas, déjà, je tiens à vous remercier, à Timothée et à Chania, parce que ça m'a permis pas mal de voir plus clair là-dedans. Merci. Et les supports, on va les avoir, hein, c'est ce que vous disiez? Oui. Parce que Oui. moi, les 11 OPCO, là, depuis le temps que je cherche ça, c'est parfait. Ouais. Moi, ça, Je vous l'enverrai demain. Je vais faire 2-3 modifications dessus. Ouais, par mail. Ouais. Bien sûr. Ouais, super. Tout le monde s'est inscrit sur WizEvent ou il y en a parmi vous qui m'ont demandé le lien parce qu'ils n'arrivaient pas à s'inscrire? Moi, c'est bon, j'ai reçu le lien. Ouais. Moi, tu m'as écrit cet après-midi, donc. Enfin, Okay. ouais. J'y suis, ouais. Ok, bon, en tout cas, je l'enverrai demain. Si jamais vous ne le recevez pas d'ici la fin de la semaine, vous me renvoyez un mail et je vous le renverrai. Ouais, super. Ok. À communication, Oui. Ouais, super. Ok. Toujours. Est-ce que vous voulez que je revienne sur une diapositive peut-être? Ouais, alors, désolé, pardon. Voilà, juste après la suivante. Celle-ci? Voilà, ouais. Les auto-entrepreneurs qui ont une activité hors artisanat, finalement, c'est la GFIS ou la FIFPL? Il me semble que c'est le FIFPL. Ça dépend du code NAF de votre activité. Et là, comment on peut le savoir? Pareil avec CFADOC ou monopco.fr? Alors, est-ce qu'il y a une solution, c'est que vous devez avoir en tant qu'auto-entrepreneur, vous allez faire la déclaration de votre chiffre d'affaires sur le site de l'URSSAF régulièrement? Alors, moi, je ne le suis pas, mais je suis en société. Mais Il me semble, alors je ne suis pas auto-entrepreneur, mais il me semble que les auto-entrepreneurs doivent aller déclarer leur chiffre d'affaires régulier et l'information de quel est notre FAF dont chacun dépend peut être trouvée sur l'attestation délivrée par l'URSSAF qui s'appelle attestation de cotisation à la formation professionnelle. Celle-ci vous donnera justement de quel FAF vous dépendez. D'accord. Mais on peut pas le trouver, nous, pour nos clients directement. Alors, si ils ont donné tout à l'heure une adresse pour trouver son OPCO en fonction de son code NAF. Ouais. Pour les travailleurs non salariés, il y a, il me semble, une affectation qui est très variable, un coup AGFIS, un coup FIFPL, en fonction Normalement, le métier doit permettre de déterminer si vous dépendez de l'un ou de l'autre, mais parfois, en tant que gérant, vous êtes mis dans gérant, administration de société et vous êtes plutôt basculé en AGFIS qu'en FIFPL, quand bien même. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, Même pour un même code, on peut des fois être à l'un ou oui, l'autre. oui. Il y a une sorte d'action qui peut être faite. Donc, le meilleur moyen pour le savoir pour les indépendants, c'est effectivement d'aller voir son attestation que vous délivre l'URSSAF. C'est-à-dire quand vous payez vos cotisations sociales personnelles, sur le site de l'URSSAF, dans votre espace, vous avez un endroit où vous pouvez faire une demande d'attestation de cotisation à la formation professionnelle, sur lequel vous verrez justement quel est votre FAF dont vous dépendez pour les TNS et les indépendants et les auto-entrepreneurs. Parce qu'après, en fait, la difficulté, ouais, c'est. Moi, j'ai trouvé un site qui peut aider là-dessus, mais en fait, souvent, moi, je parle des OPCO parce que les FAF, je ne les ai pas encore contactés et consultés, mais c'est pour savoir le niveau de leur prise en charge. On dirait que c'est secret d'État. Donc, et puis, il y a toujours. Oui, alors ça dépend de. Ils ne peuvent pas avoir une grille claire, simple et précise. C'est Alors, trop compliqué. oui. C'est trop compliqué c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que
J'ai un site pour savoir le niveau de prise en charge, mais il y a des fois, ils peuvent y déroger. Enfin, Et Timothée, les éléments qu'on a échangés tout à l'heure de grille et vous les avez pas mis du tout dans ça, vous les avez gardés? Ici. C'était comme j'avais prévu de vous envoyer le diapo, j'ai tout mis ici. Alors, va voir le troisième lien, je crois. Je sais pas si ça va marcher, ça marche. Vous voyez mon écran ou pas? Oui, nickel. Vous avez ici un éditeur qui s'appelle Atem Formation, qui fait une newsletter d'information et de veille sur la formation professionnelle, qui a compilé un Google Sheet sur lequel vous avez le nom d'OPCO, le site, et elle a mis la page sur laquelle sont indiqués les critères de prise en charge pour les entreprises et pour chacune des lignes budgétaires, alternance ou autres. On peut faire un essai, voyons, on peut aller sur. Oui. Voyons. Lequel vous voulez? Si vous voulez, en bas, il y a Ce que tu veux. Parce que tu as l'OPCO OP là, par exemple. Atlas, va sur Atlas ou OP. Atlas, Ouais. pareil, peu importe. Ouais. Celui-là? Celui d'à côté, le lien direct de préférence. Ouais. Clique dessus pour qu'il s'ouvre. Ah ouais, super. C'est ça. Ça, c'est la Bible, ça. Pour la facturation, c'est la Bible, ça. Tu peux descendre, tu peux scroller un petit peu pour montrer ce qu'il y a. Il n'y a rien. Ah, voilà. Voilà, vous savez que vous pouvez facturer pour des bureautiques basiques 30 € par heure stagiaire, pour les experts vendeurs 50 € et pour le spécifique jusqu'à 85 € de l'heure. Enfin, ça, c'est ce qui sera pris en charge. Nous, on peut facturer beaucoup plus. Enfin, bien sûr. Voilà. Oui, et là, on est vraiment, c'est la prise en charge maximale que s'autorise cette OPCO. C'est là où vous disiez tout à l'heure. On ne sait pas si c'est par de l'heure ou c'est de l'heure stagiaire. De leur stagiaire. Non, mais c'est sous-entendu. C'est sous-entendu. C'est toujours comme ça? Parce que je ne sais pas toujours. Si, non, c'est par stagiaire. D'accord. C'est par stagiaire, ouais. C'est par stagiaire. C'est pour promouvoir le côté collectif. Si vous avez 10 stagiaires, c'est 10 fois 30, quoi. Oui. Par exemple, sur des basiques. De l'heure. C'est pas dégoûtant, ouais. Moi, j'ai fait un test l'autre jour en tapant le numéro de SIRET d'un client par rapport au registre qui permet de voir de quel OPCO il correspond. Donc, je me suis retrouvé, déjà, j'ai vu que sur un magasin, on pouvait avoir 2 OPCO. Un OPCO qui était destiné, l'OPCommerce pour toute la partie commerce, mais il y avait également un autre OPCO pour tout ce qui était formation, plus du chef d'entreprise. Oui, c'est le FAF. Non, c'était l'OPCO 2i pour le coup, pour plus, on va dire, de la formation administrative dans le cadre de l'encadrement et de la gestion ressources humaines. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était la partie commerce. Et sur l'OPCO commerce Rhône-Alpes, il présente une grille, je ne sais pas si on va avoir la même chose là un peu plus bas, mais a priori, la prise en charge serait de jusqu'à 2 000 € par an, par formation. Ce n'est pas un prix de l'heure. Et jusqu'à 80% inférieur à 80% de la formation, donc soit 1 600 €, les démarches sont très très simples. Par contre, après, dès l'instant qu'on est entre 1 600 et 2 000, ça passe devant des commissions, des conseils d'administration. Et c'est moins gagné, on va dire. Alors, je ne sais pas si, parce que là, c'est contrat d'apprentissage. Là, dans cette OPCO-là, est-ce qu'il n'y a pas la vignette qui concerne le plan de développement? C'est celui qu'on a vu un petit peu au-dessus. C'était le premier, d'accord. C'était le premier, oui. Parce que dans l'OPCO commerce, c'est le dernier cas et ça fait… 3 € par repas. Putain, il faut pas avoir faim. Ah, pardon, je n'ai pas coupé le micro. Ouais. Donc voilà, on vous a mis ça à disposition. Effectivement, cette information, ils ont l'obligation de le publier. Après, ils n'en font pas forcément une grande communication, mais toutes ces informations-là, en cherchant et en fouillant, vous arrivez à les trouver, soit quand vous êtes abonné à leur mailing list parce qu'ils le transmettent aux organismes avec lesquels ils ont l'habitude de travailler, soit ils sont accessibles sur leur site en fouillant un petit peu. Et Cécile Dugachard, là, celle qui a Thème Formation, a fait cette veille et a mis à disposition, vous a mis le lien, où vous pourrez trouver toutes les ressources vers ces
critères de prise en charge. Ouais, les prises en charge, d'accord. Et juste, moi, et pour les FAF aussi, il y a quelque chose qui existe comme ça ou pas? C'est en ligne. Le FIFPEL, par exemple, vous allez sur le site, vous renseignez votre activité et ils vous diront quels sont vos critères de prise en charge. Le FIFPEL, par Et exemple. puis là, il y a les liens aussi. C'est super. Ok, ça c'est top. Ouais, donc, moi, ça, on l'aura aussi alors. De toute façon, Bien Non, baissé. on va le vendre très cher, ça. non, mais c'est bien. Mais Oui, c'est dans les mises à disposition, oui. Sous condition de CPF. Ah, ok. Ouais, d'accord. Bon, c'est un peu compliqué, mais bon. Ok, Et par rapport à l'artillerie de documents nécessaires à donner à notre client pour ensuite se faire rembourser par son OPCO, actuellement, c'est l'attestation de service fait, le dernier document, on va dire, réglementaire ou Alors, j'ai pas très bien compris la question. Est-ce que c'est pour la demande de prise en charge ou pour non, le remboursement? pour le justificatif que nous, organismes de formation, on remet à notre client pour se faire rembourser, puisque la prise en charge. Ah oui, parce qu'il peut y avoir un document en amont de la formation pour Bien une sûr. demande de prise en charge? Aujourd'hui, si vous voulez sécuriser votre client, le mieux, c'est de demander pour le compte de votre client, vous lui faites le programme de formation, une convention de formation signée qui indique le nombre de personnes qui vont être formées, Oui. le tarif de l'intervention, et ça, il le fait passer directement à son OPCO qui valide qu'il assurera une prise en charge totale ou partielle de la formation avant la date de début de formation. D'accord. Et après, le justificatif, Les- il me semblait qu'il y avait un document qui s'appelait attestation de service fait. C'est après. C'est après. Déjà, première chose, il faut soyez sûr qu'il y ait un accord de prise en charge. Oui. Parce que si vous dispensez la formation et qu'il n'y a pas eu d'accord de prise en charge, j'ai envie de dire, c'est pour votre pomme, quoi, hein. Oui. Le client ne peut n'en payer qu'une partie et pas le reste. Mm. Donc, assurez-vous bien déjà qu'il y a un accord de prise en charge. Donc, attendez, respectez bien les délais. C'est toujours pour ça que je dis qu'il faut le faire un peu en amont. Oui, j'ai vu sur le C'est- commerce, en fait, il faut que ça soit fait un mois avant. voilà. C'est en fait Et pour être suite, dans les temps, quoi. c'est ça. Et suite à la formation, en effet, il y a une attestation qu'on appelle selon les OPCO, ils appellent ça certaines attestations de présence et, et de reconnaissance d'action de formation. Enfin, voilà. C'est que vous, en tant qu'organisme de formation, vous devez remplir et le renvoyer à l'OPCO, et c'est à partir de là que eux, ils débloquent les fonds. Ah, mais c'est un document que l'OPCO nous donne vierge Ouais. et c'est à nous de le remplir? Mais, C'est là où c'est pas. La loi dit que la DRETS, enfin l'ancienne directe, avait publié un texte disant que le certificat de réalisation faisait foi. Aujourd'hui, chaque OPCO a ses procédures et va pouvoir s'en contenter, va vous demander une attestation de présence, va vous demander son propre document rempli que vous attestez. Il y a effectivement ici une certaine. Il n'y a pas d'uniformité entre ce que demande chaque C'est pour ça OPCO. que j'ai trouvé plein d'exemples et tout. Et du coup, moi, j'ai mon audit mardi prochain, donc je suis en plein dans la production de tout ça. La DRETS a validé ma demande vendredi dernier et je suis dans l'attente du code d'activation. Mais du coup, ouais, par rapport aux documents que je dois produire Pour vous, faites une recherche. L'État, enfin, le ministère de la formation professionnelle a mis à disposition le modèle, c'est un certificat de réalisation. Ça, Certificat d'installation, celui-là, je l'ai fait aussi parce que mais je ne savais pas lequel il ça fallait. suffit. Après, les Ça OPCO, se fait c'est le de la remplir. demande, ça ne rentre pas dans votre procédure qualité. Enfin, si ça rentre, mais c'est du cas par cas. Vous allez avoir un client qui vous demande à ce que vous fassiez une demande de prise en charge et que vous lui fournissiez après l'attestation propre à son OPCO. Vous le mettez dans votre procédure, mais vous n'avez pas à avoir la liste de toutes les attestations que demandent tous les OPCO, quoi. Ça se fait au fur et à mesure. L'essentiel, c'est de l'intégrer dans votre process. Si C'est vous voyez pour ce que ça quand vous allez voir sur leur site des OPCO, regardez bien les documents. Et je prends le cas du FIF, par exemple, ils mettent une attestation de présence, par exemple, sur leur site. La GFIS Et aussi. La GFIS aussi met à disposition des aussi, modèles voilà. à utiliser. Donc, regardez bien sur les différents sites pour les OPCO où vous pensez devoir intervenir, demander des prises en charge. Et ce que je dis toujours, hein, il vaut mieux se servir de leurs documents à eux
Oui. J'ai envie de dire, ça facilite beaucoup, beaucoup les choses, quoi. Je pense que c'est mieux. Ouais. Ah bah, merci. Quelqu'un d'autre veut qu'on revienne sur un moment sur une slide? Je vois dans les discussions, tout le monde demande le lien vers le fameux Google Sheet. Hein. J'ai pas trop accès aux discussions. Lequel? Le lien numéro 3, là, je pense. C'est là, hein. Ah, mais Vous le trouverez dans le PDF. Ressources. Oui, il sera mis dans le PDF et vous y aurez accès. je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais essayer de vous le mettre dans la conversation. Oui. Ça peut marcher très bien aussi. Normalement, c'est ça. Et j'ai vu quelqu'un qui réagissait en disant que dans les liens qu'on avait mis, on avait mis aussi l'article qui a été produit par Veille Formation, effectivement, le Padlet, le Veille Formation Les Immanquables sur les OPCO aussi, qui est une source d'information qui pourrait compléter certainement ce qu'on a pu évoquer ce soir. Je vous l'ai mis. Est-ce que je peux prendre la parole 2 petites secondes? Bien sûr. Parce qu'effectivement, je trouve que c'est un outil vraiment très intéressant et que ce serait pas mal de pouvoir le présenter parce que pour l'avoir parcouru, je trouve que ça regroupe quand même beaucoup d'éléments importants sur les financements. On accède vraiment à des tas d'informations, c'est vraiment bien présenté. Et en un écran, finalement, on a toutes les infos qu'on passe énormément de temps à chercher, chacun de chaque côté, sur tous les sites des OPCO, des FAF, etc. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le présenter, mais voilà, ça pourrait être utile. On l'a mis dans les ressources puisque c'est sous l'appareil. C'est comme le tableau et le Google Sheet a été fait par une indépendante qui fait une veille au travers d'Athème Formation. Là, je ne connais pas le nom de la personne, mais j'ai vu, il y a ses coordonnées en bas, qui a aussi compilé un grand nombre d'informations sur les OPCO FAF et qui est effectivement 2 ressources incontournables à avoir pour vous faciliter la vie sur la recherche d'informations sur les OPCO. Tu peux peut-être le scroller un petit peu si tu veux, Timothée. Arrêtez-moi s'il y a des moments qui... Après, tu peux partager le lien aussi, il sera dans le. Mais effectivement, c'est une ressource assez complète. Je n'ai pas retrouvé, autrement, je vous aurais bien mis, mais je pense que vous l'avez évoqué dans les chiffres, Timothée et Chania, le entre guillemets classement des OPCO, c'est-à-dire le nombre d'entreprises adhérentes ou d'associations, enfin d'unités employeuses adhérentes par OPCO et le montant de la collecte par OPCO, qui permet d'avoir aussi une sorte de hiérarchisation du poids de chacun des OPCO en fonction de la volumétrie de fonds qu'ils géraient, puisque maintenant ça sera collecté par l'URSSAF, mais dont ils continueront à valider les prises en charge pour leurs adhérents dans les différents domaines de formation où vous intervenez. Oui, quand on a eu les informations, on a mis le montant de la collecte et le nombre d'adhérents. Après, il y a certaines OPCO, on n'avait pas ces informations, mais pour celles qu'on a eues, on a tout écrit. Et ça sera... Je tiens à préciser qu'avec Chania, on a appelé un à un chaque OPCO. Ouais. Heureusement qu'il n'y en avait que 11. Et c'est pas tout le monde qui voulait donner ces informations-là, quoi. Bravo à vous alors. Bravo, Merci. félicitations, beau travail. Merci. On a été un petit peu aidé par Philippe quand même. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est vous qui avez fait le boulot, donc c'est très bien. Et imaginez, avant, il y en avait plus de 40 OPCA. Ah oui, pas pareil. Ça devait être un enfer, quoi. Alors, ils n'ont pas du tout évoqué le mode de fonctionnement des OPCO. Les OPCO, il ne faut pas oublier, ce sont des associations qui ont une mission qui est déléguée par le ministère du Travail de gérer les fonds d'une ou de plusieurs branches professionnelles et donc siègent au conseil d'administration de nationales et régionaux, des représentants des organisations patronales et syndicales. Et pendant longtemps, les OPCO étaient entre guillemets, des pompes à fric des différents syndicats. Et s'il y a eu cet effet de diminution du nombre d'acteurs, c'est parce que
d'une centaine d'acteurs qui collectaient et qui avaient des frais de gestion des fonds collectés, on est repassé à un nombre beaucoup plus réduit de 11 OPCO, dont le montant de leurs frais de fonctionnement est plafonné par l'État en termes de pourcentage de leur collecte. C'était pour le rappel historique fait par les vieux. Est-ce que vous avez d'autres... Là, on prend un coup de suite. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur les OPCO, les FAF, des expériences à partager, des bons tuyaux. Il faut appeler Huggy. Huggy, les bons tuyaux. Ouais. Non, enfin, en tout cas, c'était très bien, franchement. Surtout moi qui débute, voilà, c'était vraiment très bien. Et par contre, là, le Google, le doc Google, là, le tableau Excel avec la prise en charge, je l'ai enregistré dans mes favoris. C'est pas parce qu'on va fermer la fenêtre que je l'aurai plus, c'est bon. Alors, il a été mis à disposition par Cécile Dugachard de Athème Formation. C'est sa production. Vous pouvez toujours vous faire une sauvegarde au cas où c'est pas nous qui l'avons produit. D'accord, pas notre production. On vous partage une ressource qui est actuellement disponible. Pour combien de temps, on n'en est pas garant. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci, ok. De toute façon, ça a une durée de vie de 1 an ou plus. Il faut tout recommencer l'année prochaine. Je sais pas comment on fait pour enregistrer. Fichier. Option d'exportation désactivée, donc je pense qu'il est protégé. Ouais. Ouais. Merci en tout cas, Timothée et Chania. Qu'est-ce que vous en avez retenu alors, vous? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux formateurs et formatrices de ce que vous en avez appris de ces OPCO et de ces FAF, un peu de personnel? Déjà, on a compris la définition, ce qu'était Ouais, un OPCO, ce qu'était un FAF. La différence entre l'OPCO et FAF, l'OPCO qui est plus tourné pour les entreprises et le FAF pour le travailleur. Et on a aussi retenu qui payait notre formation. Aussi. Non, on en a appris beaucoup nous aussi en faisant cet exposé. Et vous avez vu, chose importante, ne pas se faire piéger. Nous en tant que formateur, on le sait très bien. Mais lorsqu'on utilise comme ça des sigles, des anagrammes ou des choses comme ça sur des diaporamas et compagnie, vous pouvez être sûr que c'est là qu'on va vous poser des questions. Donc, il faut bien connaître tous les détails de ce que ça peut vouloir dire. Ouais, c'est une première pour nous, mais on sait que la prochaine fois, c'est comme ça qu'on apprend. C'est ça. Faut connaître. Il y a Philippe Soussan dans la salle. Il faut connaître tous les acronymes. Oui. Super. Voilà. Mais en tout cas, merci pour tous les gentils commentaires qu'il y a dans la zone de chat. C'est gentil. C'est normal. Des cycles. Voilà, donc moi en synthèse, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Gardez à l'esprit que donc toutes les unités employeuses sont assujetties à hauteur de, alors je ne sais jamais le chiffre, je crois que c'est 1,63% de leur masse salariale brute pour la cotisation formation, et que sur cette cotisation, on l'a vu dans la partie répartition, et c'est là, je pense qu'on n'a pas retrouvé les bons chiffres en termes de répartition, mais il y a une part qui va donc au compte personnel de formation. De mémoire, c'était quelque chose comme 0,2 ou 0,25. Une part qui va au conseil en évolution professionnelle. Une part qui va au plan de formation et de développement des compétences pour les entreprises, mais uniquement pour les entreprises de moins de 50. Il y en a une part qui va au PIC, plan d'investissement dans les compétences, c'est-à-dire de l'argent qui sera utilisé par l'État et Pôle emploi pour pour financer la formation des demandeurs d'emploi ou au travers des régions, et une grosse partie qui va au bénéfice de l'alternance et de l'apprentissage. Voilà l'usage et l'utilisation de l'ensemble de ces 1,64%, et il doit y avoir peut-être 0,2 ou 0,3 pour le plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de 50. C'est 0% pour le plan de développement des compétences pour les entreprises de plus de 50. C'est pour ça que c'est à rapprocher de cette entrée en vigueur de Calliope
On a beaucoup dit que les organismes de formation aux formateurs indépendants qui intervenaient auprès d'entreprises de plus de 50 salariés, la certification n'était pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que les grandes entreprises ne font pas prendre en charge leur formation par les OPCO. Et donc, l'obligation de certification n'a pas vocation à être. Vous pouvez très bien avoir un dirigeant d'entreprise de plus de 200 salariés qui va vous engager pour une action de formation et qui n'aura aucune exigence sur votre certification Calliope. On a bien donc cette dualité du marché de la formation qui s'est créée entre l'obligation de certification Calliope pour tous ceux qui veulent avoir recours aux fonds mutualisés, OPCO, Pôle emploi, région, CPF, par opposition à ceux qui pourraient avoir une prestation d'action de formation qui serait payée comme un investissement par une entreprise. Voilà. Une question, Philippe. Est-ce que la Chambre syndicale, donc la fédérale, a un certifié Calliope pour faire la formation? C'est en cours. C'est en cours. Mais effectivement, en tant qu'organisme de formation, on a prévu de continuer les actions de formation comme un des leviers pour aider à la professionnalisation des formateurs consultants. Donc, à ce titre, comme on propose aux formateurs indépendants d'utiliser leur FIFPL, par exemple, leur budget FIFPL ou leur droit FIFPL, la fédération sera certifiée Calliope. C'est une question de semaine ou de semaine. D'accord. Et par rapport à ça, est-ce que les indépendants, les formateurs indépendants qui n'ont pas eu le label Calliope peuvent souscrire, bon, je ne sais pas, sous-traitance par rapport à la Chambre syndicale pour faire la formation? Non, pour une raison bien simple, c'est que si vous êtes sous-traitant pour un organisme de formation, vous allez intervenir avec leurs conditions, leurs thèmes, voilà, tout ça. Et dans des corps de métier complètement différents, hein, divers et variés. Or la CCC n'est que tournée vers le FIPL. Alors, la CSFC, a priori, n'a pas prévu de faire ce qu'on entend en ce moment régulièrement, une sorte de portage Calliope pour ceux qui ne seraient pas Calliope. Laisse ça se faire par les organismes de formation qui voudraient s'organiser pour assurer le recours à la sous-traitance pour pouvoir faire bénéficier d'une certification Calliope quand on en est titulaire au bénéfice d'un formateur indépendant qui n'en serait pas bénéficiaire. C'est pour mutualiser un peu donc là, les labels. Mais en région, c'est une chose qui est réalisable en région. Oui. En région, c'est une chose qui est tout à fait réalisable. Par exemple, même moi. Une chambre régionale peut bien l'organiser, oui, tout à fait. Par contre, moi étant certifié Calliope, si certains formateurs indépendants veulent bénéficier des OPCO et de mon Calliope, je peux leur en faire bénéficier. Alors, toute la démarche administrative, c'est moi qui l'ai fait, mais après, je peux le faire. Ouais. Ça ne pose pas de problème, ça. Oui, il y a un certain nombre. À partir du moment où vous êtes organisme de formation reconnu, datadocké, Calliopisé, bien sûr que vous pouvez prendre des sous-traitants. Oui, bien sûr. Ça peut être rentable aussi. Ouais. Puisqu'on fait que de la démarche administrative. Moi, j'avais juste une petite question sur le plat. Est-ce que l'un d'entre vous connaît le montant du plafond de prise en charge cette année pour le FIFPL? Alors, c'est Karine, quel est ton code NAF? Mon code NAF, oui. En fait, moi, je dépends de la FPL. Après, c'est parce que le FIFPL a des plafonds, enfin des montants de prise en charge quotidiens et annuels qui dépendent aussi de ton code NAF. Du code NAF, oui. Par profession. Donc, je dirais que pour les formateurs, si tu as un 8859A ou B… Non, moi, je suis consultante, en fait, à la base. C'est je ne me rappelle plus ce que c'est, mais… Donc, sur le FIFPL, tu trouves facilement l'information, tu rentres, tu te fais les plafonds de prise en charge. Alors, je vais aller en même temps dessus, mais je trouve que c'est assez facile sur le FIFPL, tu peux avoir l'information. Oui, je regarderai. Non, c'est pour savoir si vous aviez l'info, mais… ABC, en tout cas.
Pour les formateurs indépendants, oui, on l'a, c'est 750 € à l'année sur 3 jours, plafonné à 250 € au jour. Ah oui, d'accord. C'est court, hein. D'accord. Ok. C'est tout petit. Oui, Ça a C'est trop été, bien. ça a été augmenté. Ça a été augmenté de mémoire. c'est pour ça qu'on fait des actions collectives. C'est bien justement pour pouvoir contribuer à ce que ça soit réalisable de se payer des formations à 250 € au jour. Et par contre, est-ce que c'est possible d'avoir 2, 3 travailleurs non salariés par session? C'est possible ça? Bien sûr. Donc ça fait 250 € par personne, ok. Oui, tout à fait. Vous montez une action collective où quand la fédération organise des actions, c'est bien ce qu'elle fait. Elle propose une formation, il y a 5-6 personnes qui y participent et on aligne le tarif jour sur le niveau de Ouais. prise en charge du FIFPEL, en l'occurrence 250 €. Donc, Ok. Pardon, j'interviens là. Le plafond est de combien annuel? Je n'ai pas bien entendu. pour les indépendants, pour les gens qui Oui, sont FIFPEL, ouais. assujettis au FIFPEL et qui ont un code d'activité 8859 qui est Ouais, 88-59A, là. c'est ça, c'était 750 € à l'année. C'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Merci. J'en profite, je trouve que le travail est super parce que ça fait 15 ans que j'ai un organisme de formation et à l'origine, je me suis paluché tout ça toute seule et donc c'est génial d'avoir toutes ces infos. C'est le côté Donc, bravo, collectif. parce que c'est un joli travail archéologique pour des novices, même s'il y a quelques coquilles. Moi, je dis chapeau bas. Merci pour eux. Merci pour eux, pour vraiment. ce qu'ils fait. Merci. Et pour notre collectivité, ça fait plaisir également. Merci. Ouais, c'est top. Et puis le partage là, des liens, c'est waouh, extra. Ouais. Pour les nouvelles entrants, c'est juste parfait, hein. Tout à l'heure, Erwan, tu as parlé de se faire datadocker. Oui. Comment on se fait datadocker? Ça ne sert plus à rien maintenant, il faut le laisser tomber. Ça. Non, ça ne sert plus à Mais rien. il l'a dit, alors me faire Sauf que- colopiser, j'ai compris. Mais... Sauf que, c'est ce que je dis toujours, c'est une façon de faire le premier pas vers Calliope, le Datalogue. Il est encore actif. Hein. Ceux qui veulent se faire enregistrer sur le Datalogue, ils le peuvent encore. Hein. Pourquoi? Parce que le Datalogue, ça vous fait toujours une petite certification qui vous permet quand même de démarcher des clients si vous n'avez pas besoin du Calliope. Donc, il ne faut pas le négliger non plus. Pour ceux qui veulent travailler sans faire appel à des fonds publics et donc qui ne vont pas aller sur le Calliope, qui vont faire de la formation directe, le fait d'être datadocké, c'est déjà une reconnaissance par l'État que vous avez rempli certaines conditions pour remplir justement les obligations d'un organisme de formation. Donc, il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas le négliger. Moi, je dis que c'est quelque chose de très utile. C'est pour ça qu'il est toujours actif et je ne pense pas qu'il soit supprimé comme ça. Il va rester justement. C'est une première certification. Et ensuite, tout ce que vous avez rempli dans ce Datadoc peut vous servir par la suite également pour votre certification Calliope. Pas tout, parce que les indicateurs et les critères sont un peu différents, mais ça vous permet déjà d'avoir une base documentaire qui vous permet de basculer et de comprendre un peu plus le système des critères, des indicateurs et de ceci, de ça. Donc, faut pas le négliger. Il restera actif, je pense qu'ils vont le garder, justement pour tous ces organismes qui ont besoin d'une reconnaissance, d'une certification, sans avoir la certification Calliope. Donc, c'est un plus, je pense que ça restera une plus-value pour un petit organisme de formation, même s'il est sous-traitant. Je veux dire, un petit organisme qui va aller toucher un organisme un peu plus important pour être sous-traitant, s'il lui dit déjà qu'il est datadocké, il passera beaucoup mieux que quelqu'un qui va arriver comme ça. Voilà, je me présente comme sous-traitant. Donc, il ne faut pas le négliger. Pour y aller, c'est tout simple. Hein, c'est qui m'a posé la question? C'était Marcelin. Mais en fait, l'instant qu'on est Calliope, on n'a pas besoin de Datadoc, quelque part. Ah non, Ah non, oui. Voilà, le remplaçant, justement. Calliope, Oui, c'est... Oui. Maintenant, pour y aller, c'est tout simple. Pour ceux qui ne savent pas encore, et il y en a beaucoup, hein. Vous allez sur le Internet, vous tapez Datadoc, vous allez arriver sur leur site Internet. Sur le logo, il y a une petite fenêtre sur la droite, je crois. Tac, vous cliquez dessus. Et là, avec votre SIRET et votre numéro de déclaration d'activité, vous allez pouvoir vous inscrire et remplir les critères qui vous sont demandés. Quoi.
D'accord. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas, pour les tout petits qui veulent rester sous-traitants, des choses comme ça. Non, il ne faut pas le négliger. Pour eux, c'est une plus-value. C'est sûr. Pardon de vous interrompre, mais si j'ai bien compris, ça va sauter de toute manière, Datadog. Ça sera remplacé par Calliope ou... Je ne pense pas qu'ils le fassent sauter, justement. Je pense qu'ils vont le garder, justement, pour les TPE qui veulent rester en sous-traitant. Pour leur garantir quand même une démarche qualité. Oui, certainement. Après, pour les novices, je pense qu'on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans, mais est-ce que vous êtes Calliope ou pas? Bon, vous n'êtes pas Calliope, alors vous n'êtes peut-être pas qualité. Le risque, il est un petit peu là. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'une espèce d'amalgame qui est fait entre la compétence et le processus. Tout à fait. Mais après, justement, tout dépend du client que vous voulez aller chercher, quoi, hein, tout simplement. Hein. Il y en a certains, ils vont rester basés sur le Calliope et d'autres, un organisme de formation, par exemple, qui vous prend comme sous-traitant. Si vous êtes déjà datadocké, il sait que déjà vous avez une démarche qualité. Quoi. J'ai une petite question en astérix, du coup. Est-ce que vous accompagnez, vous aidez au niveau de la chambre des consultants, enfin des organismes à se certifier Calliope? Est-ce que vous avez un lieu de conseil, d'échange, de partage des bonnes pratiques? Mais on a fait mieux que ça. On a fait mieux que ça, on a mis des formations en place. Là, les prochaines, je n'ai pas les dates, hein, elles apparaîtront sur le site. C'est en programmation, mais nous amenons des formations qui sont prises en charge, par exemple par le FIFPL, pour ceux qui sont FIFPL, bien sûr. Et c'est une formation qui se déroule en trois étapes. On va dire, premièrement, vous avez une rencontre avec le formateur en visio, avec le formateur qui vous explique un peu toutes les pièces que vous devez fournir et toutes les conditions que vous devez remplir, les différents critères et indicateurs. Puis, sur une plateforme, vous allez amener les pièces qui correspondent à votre entreprise et celles que vous produisez justement ensuite à la première étape. Les formateurs vont jeter un œil dessus, ils ne vont pas vous les corriger, hein, attention, ils ne sont pas là pour ça. Ils vont juste jeter un œil, puis après ils font un échange avec vous, dire ce qui ne va pas, ce qui est bon, ce qui ne va pas. Et puis après, il y a une troisième étape où c'est le rassemblement justement de toutes ces pièces avec les différents intervenants et les différents apprenants. Et là où il y a des échanges et tout, et jusqu'à la fin, où vous avez une attestation. Et après, vous avez la capacité, normalement, hein, si vous avez été des apprenants bien sages, vous avez la capacité de pouvoir remplir les conditions de votre Calliope. D'accord, mais bon, ok, mais juste du conseil ou des clins d'œil ou être attentif à, sans rentrer dans une logique de formation. Il n'y a pas longtemps, samedi dernier, en Occitanie, il y a eu un échange de savoir qui a été établi là-dessus, et en présentiel, et de l'autre côté, en visio sur LinkedIn. Et donc, vous pouvez le retrouver sur LinkedIn, où Jean-Paul Benglia, président régional, plus Laurence, sa trésorière, et sa secrétaire Lydie, ont expliqué un peu les conditions, les pièces qu'il fallait. Bon, encore une fois, là, ça a été un échange de savoir, donc ils n'ont pas détaillé les pièces point par point, mais ils vous expliquent ce qu'il faut pour entrer là-dedans. Et ça, on le fait en Occitanie, mais d'autres régions peuvent le faire. En PACA, je pense qu'ils ont quelque chose là-dessus aussi. L'avantage que... Vous êtes dans quelle région, vous, excusez-moi? Moi, je suis en région Grand Est, à Strasbourg. Région Grand Est. Donc, vous allez sur LinkedIn, vous regardez, Philippe, tu me dis hein, si je dis des bêtises, vous allez sur le site de Occitanie. Non, Et vous allez... sur la page de la Fédé, donc la page entreprise Fédération des CSFC, vous avez accès au replay qui a été filmé pendant 2 heures du live, où vous pourrez peut-être récolter quelques trucs et astuces qui ont été évoqués lors de cette présentation. C'est très bien. Sinon, effectivement, alors comme disait Erwan, il a parlé de l'action de formation collective qu'on a fait depuis janvier 2020, où on a fait plusieurs sessions pour faire des groupes de formateurs et les accompagner en ayant un pré-audit. Après, dans toutes les régions, il y a souvent
parmi les consultants formateurs ou parmi les adhérents, des gens qui sont des auditeurs Calliope. Et donc, je sais qu'en Occitanie, en PACA, il y a eu des réunions régulières sous forme de petits groupes où vous aviez un auditeur Calliope qui venait donner, partager des expériences ou des trucs et astuces avec les autres adhérents, une notion d'entraide qui était effectuée. Au niveau de la Fédé, on s'est contenté de faire, nous, des formations collectives et de mettre à disposition sur une page du site un certain nombre d'auditeurs Calliope qui s'étaient manifestés parmi nos adhérents et qui étaient prêts à donner un coup de pouce, un coup de main, sans aller jusqu'à la proposition de service, quoique tout est possible après, à des adhérents qui auraient besoin d'une aide extérieure, en plus de ce qui peut se faire dans les régions. Voilà ce qu'on a pu faire. Je pense qu'il faut vous rapprocher pour des échanges avec la région. Là, au niveau de la Fédé, effectivement, on organise que des actions collectives. On n'a pas fait de visio-compétences, par exemple, sur Calliope depuis, je crois que c'était mars l'année dernière. On avait demandé à Laetitia Clanet de Calicia Certification qui nous avait fait le top 5 des non-conformités pour éduquer les formateurs qui allaient aller vers cette audit en disant voilà les erreurs à ne pas commettre et les principales qui sont commises, comme ça vous ne les commettrez pas. Voilà. Je pense que c'est la dernière chose qu'on a fait au niveau de la Fédé l'année dernière. Et là, au Grand Est, on a déjà fait ça, la proposition. Donc là, c'est déjà passé. Ça pour la certification en Calliope, il y a 2 personnes, donc là, à Mulhouse, donc, qui interviennent à Colmar, et puis à Mulhouse, il y a Hubert, donc Ischner, et puis il y a Philippe qui interviennent en tant que aidant, je veux dire, en tant que accompagnateur pour les gens qui veulent être certifiés Calliope. Donc là, on peut s'adresser à eux si besoin. Donc, si Anne-Caroline, tu veux, tu peux t'adresser à eux. Donc, oui, il faut que je la contacte. Tu le sais. Mais c'est vrai que j'ai décidé la fin d'année de rentrer dans le processus parce que j'étais dans l'optique de me dire plus de 50. Moi, je travaille avec les plus de 50. Je ne vais pas aller. Donc, j'ai joué ma rebelle. Et puis, donc, là, je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans, mais après, il y a des points de vigilance. Mais c'est vrai que j'en avais rencontré 2-3. Après, la question, c'est juste, voilà, quels sont les top 5 des non-conformités, les points de vigilance. On arrive tous à un autre stade quand on rentre dans la certification et peut-être que les niveaux de demande ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais OK, merci en tout cas, Jérôme. Il faut que je renouvelle mon adhésion. Je t'ai envoyé un petit message. Voilà. Pardon. Tu peux t'adresser à Hubert, donc il n'y a pas de problème. Oui, moi, je voudrais un tout petit peu intervenir, si vous voulez bien, par rapport à ce que disait Philippe Soussan sur le marché de la formation. Je me demandais ce que ça va donner quand même à moyen terme, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'argent qui est développé donc, pour les chômeurs, en gros, très peu pour les entreprises, 0 pour les entreprises de plus de 50 personnes. Moi, c'est ma clientèle, un petit peu comme Anne-Sophie tout à l'heure, Anne-Caroline tout à l'heure, pardon. Et j'ai l'impression que pour la formation donc les grandes entreprises de plus de 50 personnes, ça fait depuis très longtemps que de toute façon, elles ne comptaient plus trop sur les OPCO puisqu'elles rajoutaient beaucoup plus ensuite de la petite somme qui leur était donnée déjà. Et donc là, il n'y a carrément plus rien qui sera donné. Et peut-être que la formation s'orientera peut-être plus sur la formation conseil. Enfin, moi, c'est ce que je fais, c'est-à-dire pas de la formation, mais bon, conseil pour proposer donc à ce moment-là des voies de modification de l'entreprise, de ses pratiques, vraiment l'orientation, vraiment formation conseil et pas que formation tout seul, comme on pourra avoir pour des demandeurs d'emploi où, une fois qu'on a fait sa formation, ça s'arrête là. J'ai l'impression que c'est ça, mais ce serait intéressant de voir parce que moi, pour d'autres activités, je suis employeur et quand je fais des recrutements, c'est un peu la catastrophe entre l'offre et la demande chez Pôle emploi. Il y a vraiment un écart phénoménal entre qui est chômeur et la demande des employeurs qui ne correspond pas du tout au profil des chômeurs et ça fait 50 ans que ça dure. Donc, je ne sais pas si vraiment tout ça, ça va améliorer tout ça. Enfin, je me pose plein de questions là-dessus. Alors, on approche de 20h et on se fait fort toujours de respecter les horaires. Je vais essayer de faire une réponse très rapide. J'ai juste deux axes à vous dire. Le premier, sur la région parisienne, j'ai des échos de plus en plus forts de grosses entreprises où il y avait des anciens responsables d'achat-formation dont le métier a pas mal évolué, qui nous disent qu'aujourd'hui, pour aller dans le sens de
comment on dit, de la responsabilité dans les achats vont de plus en plus demander aux prestataires de formation d'avoir la certification Calliope, quand bien même il n'y a pas de notion de prise en charge. Donc là, c'est une petite alerte à tous ceux qui effectivement pensaient en disant de toute façon, je suis sur du plus de 50 et il n'y a pas de problème de certification Calliope. Les acheteurs cherchent toujours des critères de qualité pour se rassurer, être sûr qu'ils ont acheté un bon prestataire. La certification Calliope est un indicateur qui permet. Donc ça, c'est premier point de vigilance. La notion après de format mixte, je pense qu'aujourd'hui, je vais vous rappeler l'évolution notoire de la définition de l'action de formation qui a évolué avec la dernière réforme, où on est vraiment sur un parcours de formation qui va de l'analyse du besoin jusqu'à l'évaluation a posteriori des bénéfices de la formation. Effectivement, aujourd'hui, l'action de formation, c'est plus juste l'action de former, c'est l'action de diagnostiquer un besoin et de proposer un parcours multimodal où on est incité à proposer des ajustements individuels. L'heure de coaching, allez, je vais dire le sale gros mot, l'heure de coaching individualisé qui complète une formation collective est quelque chose qui est valorisé dans l'action de formation et fait partie du parcours de formation globale. Donc effectivement, l'action de formation, c'est plus l'action descendante, c'est un parcours de formation dans lequel coaching, conseil, tout se mélange à partir du moment où on est dans l'objectif d'atteindre des objectifs pédagogiques et d'avoir des actions pour mesurer les effets de cette formation à l'issue de la formation et pourquoi pas à 6 mois si on arrive à garder le contact avec l'entreprise, le client, le demandeur. D'accord, merci. Donc, je crois qu'il faut quand même faire la part des choses, quoi. Entre la formation, entre le coaching et le conseil. Ce n'est pas la même chose. Donc là, maintenant, c'est pour mixer tout ça, c'est un peu difficile pour faire le travail de qualité parce que ce n'est pas de la même posture de la personne qui fait de la formation, qui fait du coaching ou qui fait du conseil. Et là, il ne faut pas faire la même gamme, je crois. Donc, ça, c'est mon point de vue. Si je peux juste témoigner, moi, ça fait des années que je fais des parcours de formation avec une partie individuelle et une partie collective. Et ça marche super bien, en fait. Et donc, c'est du coaching commercial ou coaching managérial, c'est coaching individuel qui rentre dans la question d'ailleurs de l'appréciation des acquis formation. Donc, c'est extrêmement pertinent. Et fort heureusement, aujourd'hui, ça rentre dans la logique des OPCO. Enfin, les OPCO, maintenant, on n'a plus affaire avec eux. Mais en tout cas, c'était déjà dans la logique des DRH, mais ce n'était pas dans la logique des financeurs. Donc, bon, voilà. Moi, c'est une posture différente, mais pour moi, ça reste vraiment de l'action de formation. Et bien plus pertinent, du coup, en accompagnement individuel. Mais ensuite, tu as une action collective. Hein. Mais de toute façon, dans la loi sur la formation professionnelle, la réforme, il est bien dit que aujourd'hui, dans le cadre de la formation professionnelle, sur une action de formation, peuvent intervenir pour l'organisme de formation un coach ou un conseil sur des actions bien précises. Et attention, l'action de formation ne sera pas prise en charge par rapport à ça, elle sera prise en charge sur l'aspect formation dans lequel il y a des intervenants extérieurs qui font ou du conseil ou du coaching. Oui, il faut l'avoir prévu au départ. Ça, c'était vraiment la question, c'est l'anticiper au départ et pas que ça vienne après. Il faut voilà. Vraiment, et même les OPCO à l'époque l'acceptaient, ça. Maintenant, le coaching pur et dur, non, et le conseil pur et dur, non. Et ça, voilà. Il faut bien monter le programme au départ. Dans ce sens-là, tout à fait. Voilà. Avec tel jour, de telle heure à telle heure, tel coach va intervenir, tel conseil va intervenir. Une fois que c'est bien clair et que c'est établi, bien sûr que ça, normalement, si la loi est respectée, ça passe. Oui, donc en lien de ce que vous disiez, Eugénie, c'est vraiment de la formation conseil. Moi, je le vis comme ça depuis le premier jour, ça fait 15 ans. Et ça, c'est vraiment pertinent. Ouais. D'ailleurs, la formation pure et dure, dans la formation, il y a du conseil. Pour les entreprises, on est d'accord. C'est un peu évident, quoi. Ou alors, c'est une vente de prestat de conseil, mais c'est encore autre chose. Oui, mais pour le moment, la prestation conseil, elle n'est pas du tout prise en charge par l'OPCO. Non.
Mais je pense que le Covid et la mise à distance des pratiques de formation a considérablement fait évoluer les choses et qu'aujourd'hui, quand vous mettez une action de formation en visio et que vous faites des groupes et que vous en avez 4 qui vont dans une salle et que vous faites du coaching, vous faites de l'entretien individualisé, je ne dirais pas le coaching, je ferai exprès, un entretien individuel avec un des participants, des stagiaires, on est dans le parcours de formation. Donc aujourd'hui, on imaginait des choses avant quand on faisait un entretien individuel qui aujourd'hui paraissent tout à fait logiques et sont même attendus. Oui, exactement. Donc on est sur la bonne voie et ça ouvre des opportunités, je pense, au contraire. Ouais.